Alors, on a une vision assez traditionnelle des biomarqueurs, hein, qui on demande un certain nombre de qualités, en particulier d'être fiables et reproductibles. Et on va voir qu'on peut peut-être maintenant élargir un petit peu ces caractéristiques et s'en servir un petit peu plus concrètement dans l'approche thérapeutique. Aussi, plutôt que de faire un long catalogue de tous les biomarqueurs qui sont considérés au cours du SDRA, je vous propose de développer trois axes. Tout d'abord, leur aide dans la compréhension des mécanismes du SDRA, dans la physiopathologie et aussi dans les lésions induites par la ventilation mécanique. Ensuite, le rapport potentiel en termes de prévision du pronostic des patients. Et maintenant, un aspect un petit peu plus récent qui serait celui de la prise en charge des patients. Les lésions induites par la ventilation mécanique, parce qu'on sait qu'à côté des lésions physiques, il y a aussi ce qu'on appelle un biotraumatisme avec la libération d'un certain nombre de médiateurs dans la circulation ou dans l'espace alvéolaire. Donc différents biomarqueurs ont été étudiés, qu'ils concernent la caractérisation des lésions endothéliales ou épithéliales, et puis bien entendu, vous le savez, les phénomènes d'inflammation et de coagulation. Et on sait que différentes thérapeutiques, comme par exemple le décubitus ventral, sont capables de modifier la réponse inflammatoire. Ici, c'était une réduction de la production d'interleukine 8 au niveau du compartiment alvéolaire. Et aussi, on avait montré que l'utilisation d'une courte durée de curare était associée à une diminution de cytokines pro-inflammatoires, aussi bien au niveau du compartiment pulmonaire qu'au niveau systémique. Donc les biomarqueurs que l'on va déterminer à partir de l'échantillon sanguin eh bien, peuvent représenter des marqueurs très importants de lésions de la membrane alvéolo-capillaire. Parce que, par exemple, la protéine D du surfactant est un marqueur de lésion des pneumocytes de type 2 et son augmentation au niveau plasmatique sera directement en rapport avec la gravité de la lésion. D'autres biomarqueurs sont décrits et on va s'intéresser en particulier à SRAGE. C'est un marqueur cellulaire de surface des pneumocytes de type 1 et qui a une participation dans les mécanismes inflammatoires et ce récepteur est clivé à la base et on retrouve ce marqueur élevé aussi bien au niveau du LBA qu'au niveau sérique. Au niveau du LBA, outre le SDRA, d'autres pathologies, en particulier des vascularites, peuvent provoquer une augmentation de ce SRAGE. Et il a été montré par le groupe de Jean-Michel Constantin qu'il y avait une relation directe entre les taux de SRAGE au niveau plasmatique et l'altération de la clairance, c'est-à-dire de la réabsorption du liquide endo-alvéolaire. Cette corrélation, vous le voyez, était moins solide dans le compartiment pulmonaire. Alors, il a été montré à partir de la base ARMA, vous vous souvenez de comparaison 6 ml versus 12 ml par kilo, qu'à J3, le taux de SRAGE était plus élevé dans le groupe de patients ayant reçu 12 ml par kilo, donc sous-entendu, SRAGE pourrait être un marqueur de ventilation agressive. Et puis, autre caractéristique qui pourrait être intéressante de ce marqueur, c'est que c'est un marqueur dont l'évolution est très rapide, puisque dans ce travail réalisé chez des patients subissant une chirurgie, on voit que l'application d'une stratégie protectrice est capable très rapidement de modifier les niveaux de SRAGE. Donc ça aussi, c'est un élément très intéressant. Et puis, dernier aspect, cela peut permettre de différencier certaines présentations, donc mécanismes directs ou indirects, en gros lésions pulmonaires ou extrapulmonaires, c'est-à-dire avec une agression de façon primitive endothéliale ou alvéolaire, avec des taux différents de SRAGE. Ce
marqueur étant plus élevé en cas évidemment d'atteinte non focale, c'est-à-dire diffuse et vraisemblablement de nature endothéliale primaire. Et donc ça c'est important parce que ça peut permettre d'adapter la thérapeutique. Alors si on regarde le versant vasculaire, par exemple les lésions de cellules endothéliales, on a une production d'angiopoïétine 2, ça a été très largement décrit dans le sepsis, mais il faut savoir que l'angiopoïétine 2 a comme caractéristique non seulement d'être pro-inflammatoire, mais également de provoquer des remaniements vasculaires. Il a été montré que quand on compare différents types de SDRA, le taux d'angiopoïétine 2 était élevé essentiellement dans les SDRA d'origine infectieuse. Cela a un intérêt aussi pronostique, et en particulier une élévation chez des patients ne présentant pas de SDRA d'origine infectieuse, une augmentation initiale est retrouvée chez les patients qui vont décéder, donc un intérêt pronostique. Alors, beaucoup d'autres paramètres et biomarqueurs ont été décrits. On peut s'intéresser aux microparticules qui ont comme caractéristique d'être très bioactives, puisque vous savez, ce sont des émanations cellulaires. Vous voyez la vésiculation, donc à partir d'ici, où il y a un agrandissement à partir de la membrane plasmique, donc de cellules de lignée sanguine, et ces microvésicules véhiculent donc des substances bioactives susceptibles d'intervenir largement dans l'inflammation, immunité et hémostase. Et de nombreuses microparticules ont été décrites, et il a été montré, par exemple, que les microparticules d'origine leucocytaire et neutrophilique étaient plus élevées chez les patients présentant un SDRA par rapport aux patients ventilés sans SDRA ou en ventilation spontanée. Ça, c'était au niveau du compartiment pulmonaire. Et la variation aussi était un facteur important et pronostique, c'est-à-dire qu'une augmentation des microparticules neutrophiliques était associée à un meilleur pronostic. Et c'est en relation aussi avec ce travail qui avait montré qu'à la phase initiale d'une atteinte pulmonaire, des patients à risque de SDRA, eh bien ceux qui avaient un taux de microparticules plus bas allaient plus volontiers évoluer vers un SDRA. Marqueur pronostic, je vous ai dit, S-RAGE est corrélé au pronostic, aussi à la sévérité de l'atteinte. On voit corrélé au rapport PO2 sur FeO2, à la baisse de la compliance aussi. On retrouve des niveaux de S-RAGE différents. L'angiopoïétine 2 est plus élevé chez les petits présentant un SDRA et qui vont décéder. Et la différence est encore plus importante à J3, donc au cours des SDRA d'origine pédiatrique. Et la combinaison des deux a été étudiée dans ce travail, de ces deux marqueurs, donc un signant une atteinte épithéliale, l'autre signant une atteinte endothéliale, et on voit là sur la courbe en noir que lorsque les deux biomarqueurs sont élevés, la mortalité est là plus importante. Alors dans la troisième et dernière partie de cet exposé, on va s'intéresser à finalement, est-ce que ces biomarqueurs ne pourraient pas être une aide à la prise en charge des patients? Et je vous ai dit tout à l'heure, à propos de S-RAGE, que c'était un marqueur qui avait une réactivité très importante, qui était modifiée de façon assez rapide. Et là, chez ces patients à qui on va appliquer une manœuvre de recrutement, eh bien, il est montré qu'on a très rapidement une modification de S-RAGE, donc qui pourrait être d'une aide au cours des modifications du réglage de la ventilation mécanique. Alors, l'angiopoïétine 2, aussi, il est intéressant de reconsidérer des travaux anciens, par exemple dans l'étude FACT, vous vous souvenez, c'est politique restrictive d'expansion volumique versus politique un peu plus libérale. Et chez les patients SDRA présentant un sepsis, il a été montré que la stratégie conservative, c'est-à-dire de limiter les apports et d'utiliser des diurétiques, eh bien, permettait d'avoir un meilleur pronostic et en tout cas était corrélé à un taux d'angiopoïétine 2 beaucoup plus élevé que les patients qui n'avaient pas de problème infectieux et chez qui il n'y avait pas de différence entre les deux stratégies.
Donc la médecine personnalisée, Laurent Brochard il fera sans doute allusion pour le réglage de la PIP, mais on s'aperçoit à travers des résultats négatifs d'essais concernant les niveaux de PIP, ou le décubitus ventral, avant de se focaliser sur les patients présentant une atteinte les plus sévères, eh bien, les recettes générales ne peuvent pas convenir à tous les patients. Il en a été de même peut-être pour les corticoïdes. Vous vous souvenez de l'étude Lazarus, avec 180 patients enrôlés. On retient souvent le résultat qui est encadré, là, avec une surmortalité chez les patients qui recevaient une corticothérapie après 14 jours, bon, en oubliant que sur l'objectif principal, il n'y avait pas vraiment de différence. Et puis, surtout, dans le supplément, il y avait indiqué que les patients qui avaient un taux de procollagène 3 élevé, eh bien, eux bénéficiaient totalement d'une corticothérapie en termes de mortalité à distance, ce qui n'était pas le cas des patients ayant un taux de procollagène 3 bas. Et donc, nous avons montré qu'il y avait une corrélation entre le niveau alvéolaire de procollagène 3 et les lésions histologiques de fibroprolifération. Et donc, une stratégie de corticothérapie au cours du SDRA guidée par les taux de procollagène 3 va être l'objet d'un essai qui va débuter sous peu. On peut définir aussi des phénotypes de SDRA, en particulier des phénotypes plutôt pro-inflammatoires. Ainsi, dans ce travail, un phénotype pro-inflammatoire associant une élévation de l'interleukine 6, du récepteur soluble du TNF et l'utilisation de vasopresseurs, et ont été réanalysés les résultats de l'étude ARMA, 6 versus 12 ml par kilo, et de l'étude alvéolaire haute versus basse PIP. Et on s'aperçoit que le bénéfice des interventions était mis en évidence, en particulier concernant la PIP, uniquement chez les patients qui avaient un phénotype plutôt pro-inflammatoire, avec une mortalité qui était plus basse chez les patients qui avaient reçu des niveaux de PIP élevés, qui avaient été inclus dans le bras PIP élevé. Donc on voit que peut-être ces marqueurs pourraient aider à la décision. Il en est de même pour expansion volumique, lorsque l'étude FACT a été réanalysée, et à partir de certains biomarqueurs qui sont identifiés ici, on s'aperçoit qu'on peut définir un phénotype plutôt pro-inflammatoire avec une efficacité de la restriction de soluté et l'utilisation de diurétiques. Mais au contraire, chez les patients qui n'avaient pas ce profil, eh bien, l'intervention était plutôt délétère. Et ça, c'est quelque chose qui pose question. Des stratégies plus complexes, en particulier des analyses en cluster, sont maintenant proposées dans le but d'analyser les phénomènes d'inflammation, de coagulation, l'activation endothéliale. Dans ce travail, 20 biomarqueurs ont été analysés, et cela a permis d'identifier un profil en associant quelques biomarqueurs qui permettait de distinguer la sévérité des patients en termes de mortalité, donc de définir des groupes de sévérité différentes. Des progrès très importants sont accomplis en matière d'analyse du génome. Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet. De nombreux autres biomarqueurs sont étudiés, et il est difficile, à vrai dire, de faire un petit peu le tri pour savoir lesquels utiliser en clinique quotidienne. Pour l'instant, ça reste beaucoup du domaine de la recherche, mais on s'aperçoit que finalement, une petite révolution est en cours et que l'avenir pourrait être à l'utilisation de biomarqueurs au lit même des patients, et qui pourraient nous aider dans nos options et nos choix thérapeutiques. Vous avez vu les résultats en particulier de réanalyse des études anciennes sur PIP ou expansion volumique, où on s'aperçoit qu'en fonction du profil des patients, eh bien, on peut réanalyser et revoir complètement les conclusions de ces travaux. Je vous remercie.